Bonjour, aujourd'hui je vous propose de fabriquer un four domotique, donc à plus faible consommation d'énergie, puisque ça sera contrôlé à 10 degrés près, à partir d'un vieux four usé. L'autre intérêt, c'est d'essayer de faire avec ce même four un incubateur biologique, donc pouvoir le réguler autour de températures plus basses comme 37 degrés, 20 degrés, etc. Grosso modo, voici la bête. C'est un four éco, enfin pas très cher, très basique. Vous voyez, bon, il est vieux. Il marchait plus, il était cassé parce que là on a un bouton de régulation de température et il marche plus du tout. Et donc c'est lui qu'on va domotiser. Donc pour ce faire, on va commencer par acheter une thermistance d'imprimante 3D. Donc là, on est sur la page où je l'ai trouvée, sur Amazon. Il est important qu'elle aille entre moins 50 et 350 degrés. Ça me semble la bonne plage de température pour faire mon four à incubateur. Et on voit que en fait, donc le câblage est fait conçu pour supporter les hautes températures, ça c'est très bien. Et la thermistance en question qui se trouve dans la petite partie métallique, c'est un HT NTC 100K 3950. Et donc ça c'est important de le savoir parce que du coup on a une fiche qui donne avec la datasheet. Et dans la datasheet on a un tableau qui nous donne pour chaque température entre moins 50 et 350 degrés la résistance que va avoir cette thermistance. Et c'est à partir de cette résistance que l'on va pouvoir faire notre système, récupérer la température. Ensuite, un autre truc important, on va utiliser donc une carte relais pour allumer ou éteindre le four en fonction de la température qui est à l'intérieur. Mais là, on ne peut pas prendre n'importe quel relais. Il faut que ce soit un relais qui ait un DC 5 volts, donc qui puisse être commandé avec les ports GPIO d'un Arduino ou d'un Raspberry. Ou là, on va utiliser un ESP32. Et il faut que ce soit aussi un relais qui supporte 30 ampères parce que on va quand même allumer et éteindre un four avec. Donc, on parle de courants quand même assez importants qui vont passer dedans. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas prendre une carte relais pas chère. Alors moi, dans mon cas, c'est un four de 4 kW, mais si vous aviez un four beaucoup moins puissant, peut-être que vous pouviez vous en sortir avec un relais classique de 10 ampères ou de 20 ampères. Mais là, il me faut mes 30 ampères pour être sûr, quoi. Donc, pour utiliser cette sonde thermique qui est une thermistance, il faut que j'arrive à transformer sa résistance variable en une tension variable que je pourrais mettre ensuite en entrée de mon ESP32. Donc pour ça, on va faire ce qu'on appelle un pont diviseur de tension. Donc l'une des résistances, ça sera le thermocouple, et l'autre, ça sera une résistance classique. Et après, on prend la tension entre les deux, et cette tension, elle variera en fonction de la variation de cette résistance. Donc pour ça, on va faire un petit circuit, où là, on aura une prise, je ferais peut-être mieux de prendre un stylo, où là, on aura une prise où on mettra 5 volts. De l'autre côté, on aura une prise où on mettra la masse. Là, on mettra la résistance. Là, on mettra une prise pour prendre la tension de sortie. Et là, on mettra une prise à 2 blocs pour brancher la thermistance. Et du coup, la tension ici au niveau de la sortie, elle variera entre 0 et 2,5 volts. Puisqu'en fait, là, je vais prendre une même thermistance. C'est-à-dire que la thermistance, au maximum, elle est à 100 kOhm et je vais prendre une autre résistance de 100 kOhm qui est ici. Donc ça divisera par 2 la tension. Alors malheureusement, je perds la moitié de ma résolution comme ça. Donc je suis un peu embêté. Je préférerais pouvoir en garder plus. Peut-être je devrais mettre que 50 kOhm ici. Et non, mais le mieux, ça me semble de mettre 100 kOhm. Donc je vais fabriquer ça. Pour ça, j'ai une petite carte électronique à trous avec toutes ces puces. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est souder les trucs dessus et la couper. Donc d'abord je coupe les prises, vous voyez, qui ressemblent à ça. On achète des petits machins comme ça et on n'a plus qu'à les couper avec une pince. Donc là j'ai coupé 3 prises de 1 et une prise de 2 à l'intérieur. Vous voyez, des petits traits, on peut couper sur les petits traits avec une pince coupante. Donc là j'ai ma résistance de 100 kOhm, donc j'ai juste à la rentrer dans les trous et puis je la souderai de l'autre côté, vous voyez. Donc là je la mets dans un espace de carte qui est libre que je vais utiliser pour faire mon machin. Je la mets dedans, et là je vais souder ici, sur les trucs en métal qui sont déjà là. Bon, pour la soudure, je vous apprends rien, on utilise un fer à souder, du fil d'étain, et puis on soude ici les fils sur les petits carrés, quoi. Bon, après quelques brûlures, hein,
Voilà le résultat. Donc j'ai mis les prises comme ça. Donc ça sera pour la masse. Ça sera pour l'endroit où on branche la thermorésistance. Ça, c'est l'endroit où on prendra la tension. Ça, c'est la résistance de 200 kΩ. Là, c'est l'endroit où on branchera les 5 volts. Et derrière, on a les soudures. Donc là, c'est bien relais ici jusque là. Et là, il n'y a rien entre les deux pour la thermorésistance. Ici, c'est bien relais partout, sauf là pour la résistance pour pas la court-circuiter. Et puis là, c'est bien relais partout jusqu'à la dernière prise. Il ne reste plus qu'à le couper avec une scie et j'ai mon composant. Voilà, c'est coupé. Bon, voilà mon ISP32. C'est un ISP32 de base, pas cher. Donc là, on voit, il y a des petits trucs écrits sur les puces. G1, G2, clock, 5 volts, 3,3 volts, grande, etc. Donc, déjà, on va relier avec des petits fils notre ESP32 à notre pont de résistance. Donc, on a un côté qu'on va mettre à 5 volts, et l'autre côté qu'on va mettre à la masse. Alors, je crois que c'est à l'inverse, on va mettre celui-là à 5 volts et celui-ci à la masse. Voilà, sur ma carte, ça se passe comme ça. Mais sur votre SP32, en fonction de sa version, de son fabricant, les pistes peuvent ne pas être au même endroit. Moi, j'ai relié la 5 volts ici, et la masse là. Maintenant, je vais brancher ma thermorésistance. Voilà, pour la thermorésistance, pas besoin de se prendre la tête, vous la branchez dans un sens ou dans l'autre, dans les deux cas ça marchera. Et il ne reste que ce dernier fil que je vais devoir relier à un port d'entrée analogique sur mon ESP32. Voilà, donc là j'ai relié à la prise du milieu qui sert à prendre la tension la patte numéro 34, puisque en fait sur ce site internet il y a écrit sur l'ESP, les pins 36, 39, 30, 89 peuvent être utilisés comme entrée analogique avec MicroPython. Maintenant, il ne me reste plus qu'à brancher mon ESP32 à mon ordinateur avec un câble approprié. Et quand je dis un câble approprié, c'est pas anodin. Il nous faut donc un câble USB à micro USB, mais un câble, pas un câble de charge de téléphone, vraiment un câble avec tous les fils dedans, dont les fils de données pour que ça communique. C'est très important. Si vous n'avez pas ce type de fil avec tous les fils dedans, et ils sont pas si fréquents, ils sont même de plus en plus rares, ces câbles, ça ne marchera pas. Donc si vous n'arrivez jamais à vous connecter, c'est sûrement parce que vous n'avez pas le bon câble. Je vais maintenant le brancher. Voilà, il est branché. Voyons voir maintenant sur l'ordinateur ce qu'on peut faire. Bon, alors finalement, je l'ai refait au propre. J'ai fait une espèce de circuit à puce dans lequel j'ai relié mes composants avec, on le voit ici, ma résistance dedans. Et j'ai utilisé des petits trucs de pins qui s'accrochent aux bons endroits. En s'appuyant sur une espèce de fichier Excel comme ça. Voilà, où en fait, là c'est les petits carrés où il faut souder, là vous avez les deux côtés où il y a les pins du ESP32 qui se mettent, et en gros, en fait là on a le même pont de résistance, hein. Le même truc pour récupérer que le petit système qu'on a fait au début. Ce qu'il y a en plus, c'est que là il y a un transistor en fait, qui a en entrée le GPIO 6, qui servira du coup à contrôler le relais, et où là on a une petite résistance de 5 kg qui est reliée à la masse, et donc en gros là c'est relié à 5 volts, et donc en gros quand le GPIO il active le transistor, et là ça renvoie une tension de 5 volts pour le relais, excusez-moi. Donc ça c'est des deux fils qui vont vers le relais. Enfin là il y a trois fils, donc il y en a un ici c'est du 5 volts, un ici c'est la masse, et un ici c'est pour la commande du relais. Ces trois là vont au relais, et là la thermistance elle se plug ici. Voilà. Voilà, excusez-moi. Donc vous voyez, donc là ce que j'ai fait sur Python, d'abord j'ai récupéré tout mon tableau qui était dans ma datasheet. Ça a été un peu compliqué, mais avec des copier-coller j'ai réussi à le mettre sur Excel. Donc là j'ai toutes les résistances en fonction des graduations ou quoi. Donc résistance en fonction de la température, pardon. Donc là vous voyez la résistance comment elle varie en fonction de la température. On voit ici qu'on sera beaucoup plus précis sur les températures basses.
Après, j'ai fait un certain nombre de conversions pour essayer d'avoir le taux sur un pont de résistance, mon pont de résistance, donc le taux de la tension des 5 volts, mais en fait, on a été obligé après de changer sur 3, machin, pour voir comment ça variait, le taux en fonction de la température. Là, déjà, on voit qu'on est moins précis. Après, la résolution, donc là, on a la résolution qui sera mesurée au niveau du capteur analogique en fonction de la température. Ça, après, je le fais afficher sous forme d'un tableau que je pourrais mettre dans mon script. C'est de là qui vient en fait dans le code que j'ai fait, de tous ces calculs sur Python. Voilà. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Ça doit être un bug. Voilà. Donc je l'ai fait plusieurs fois ça. Et en fait, quand j'ai ajusté mon capteur, je l'ai ajusté plein de fois jusqu'à avoir les trucs qui correspondent bien ici. Et donc après, là, j'ai la définition d'un tableau où pour chaque valeur prise dans le capteur analogique, il me donne la température équivalente. Et c'est celui-ci, du coup, qu'on retrouve dans le Arduino. Hop, si je le réouvre. Qu'on retrouve là. Toutes ces valeurs-là, en fait, qui sont dans mon tableau, donc la température en fonction de la graduation obtenue par le capteur analogique, et ben ça a été généré ici avec dans ma feuille de calcul Python. Après avoir fait toutes ces manipulations en partant de la datasheet, en plaçant les valeurs, en ajustant, etc. Pour étalonner mon dispositif de captage thermique, j'ai mis le capteur dans une tasse sur laquelle j'ai déjà versé de l'eau chaude plusieurs fois. Je vais verser de l'eau brûlante dessus à 100 degrés. Ensuite, je vais le sortir et je vais le laisser refroidir. Et en même temps, avec le port série, je mesure la graduation qu'il me donne en temps réel. Donc, j'avais versé l'eau bouillante dans la tasse et j'ai remué avec mon capteur, tout en observant défiler combien me donnait le convertisseur analogique et vers numérique. Dès que j'ai atteint la valeur minimale ici, je l'ai retiré, je l'ai rapidement essuyé et je l'ai laissé ici pour refroidir. C'est important de l'essuyer pour le laisser refroidir, sinon l'évaporation va fausser la suite. Là, je suis arrivé au 4095 qui est le maximum, je peux arrêter l'expérience. Donc là, comme vous voyez, on est à 40-41 mesuré avec le capteur. Et en fait, je me le suis mis sous le bras. Donc ça devrait être à 37. Donc on a 4 degrés, 4-5 degrés d'erreur. Ce qui est pas trop mal vu la façon dont on a géré les choses. Je voudrais encore améliorer la précision. Donc en fait, ce que je vais faire, j'ai un thermomètre médical. Je vais prendre ma température sous mon bras pour connaître ma température exacte. Et ensuite, je vais ajuster mes paramètres jusqu'à ce que ça fasse bien la même température que sur ce thermomètre au moment de la mesure sous le bras. Donc voilà, j'avais pris ma température à 36,3. Là, on voit que ça varie. 36, 34, 36, 34, 37. Là, on a vraiment un problème de résolution, on fera pas mieux. Je pense qu'on est bien ajusté au niveau de ma variable de temps. Donc je vais arrêter là l'optimisation. Voilà, là on voit qu'avec le filtre des moyennes, on a quelque chose de beaucoup plus lissé. On n'est pas loin des 36,3 désirés. C'est vraiment une bonne précision. 1 degré près pour... là on y est. 36. C'est vraiment une bonne précision pour quelque chose d'ajusté comme ça. Donc voilà un four démonté, là on a sa carlingue. En général c'est assez facile à démonter, vous voyez c'est fait là, celui-là c'est fait avec des tôles et des vis, donc une fois qu'on a enlevé les vis on peut enlever la carlingue. Là on a les 3 trucs, des 3 boutons qui sont devant. Ça c'est un truc pour réguler la chaleur, en général il marche plus au bout d'un moment, c'est avec une lamelle de métal qui se tord toute seule. Ça c'est une espèce d'interrupteur pour allumer le ventilo et tout. Et ça, en bas, pardon, ici, c'est un minuteur avec la petite cloche. Nous, on enlève les câbles qui sont ici, sur le régulateur thermique. Là, je les avais mis tous ensemble parce que ça marchait plus. Et en fait, c'est ça qu'on va mettre
dans le relais. Et il faut faire passer le thermocouple à peu près au milieu, à côté du ventilateur. Je vais sûrement faire un trou ici. Il faudra que je fasse 2 trous ici dans la carlingue. Mais aussi, vous voyez, les fours modernes, il n'y a plus de laine de verre pour assurer l'isolation. Et comme les prix de l'électricité ont explosé, et ben j'ai acheté des petits panneaux de laine de verre et je vais les foutre autour avant de remonter. Comme ça, il aura une meilleure isolation thermique et je vais économiser énormément d'électricité grâce à ça. Donc là, j'ai percé le trou ici, à côté du ventilateur, vraiment entre les deux résistances chauffantes quand on voit une ici et l'autre là. Donc là, je passerai le thermocouple. Enfin, c'est pas le thermocouple, c'est une thermorésistance, mais bon. Et là, dans le capot, j'ai fait 3 trous. Donc 2 pour les 2 câbles de la lime de la résistance chauffante qui étaient reliés au régulateur thermique à ailette. Un pour faire passer le thermocouple, et ici, j'ai rajouté un trou pour fixer mon module avec une vis. Donc maintenant, l'amener, passer le thermocouple dans le trou, mettre la laine de verre, refermer le capot. Voilà, j'ai mis la laine de verre tout autour, j'en ai coupé un morceau, il y en avait trop. Et là, j'ai fait en sorte que la partie moteur sorte pour pas qu'elle soit prise dans la chaleur. C'est plus sûr. J'ai utilisé des panneaux de laine de verre comme ça. Je sais pas trop ce que je vais faire du reste. Voilà, donc là j'ai branché mon dispositif. Donc en fait, tout simplement, en regardant tous les mécanismes, j'ai su trouver les 2 fils importants, donc celui-ci, celui-là. Je les ai arrachés ici du régulateur thermique, tac tac, et je les ai branchés ici avec 2 sucres à des fils que j'ai reliés à mon relais. Donc c'est lui qui prend la place du régulateur thermique qui était là, ce bouton là sur le four, et qui lui-même est contrôlé par mon ESP32, où j'ai mis mon petit capteur thermique que j'ai glissé dans un trou ici. D'ailleurs je peux le rentrer un peu plus, voilà. Et voilà, donc maintenant c'est bien mon système qui le mesure. Je fais un test électricité branchée pour voir que tout marche bien. Là il se rallume, il est en train de réguler la température à 150 degrés. Après je vais refermer ma laine de verre de nouveau, j'ai dû réouvrir pour tester. Si vous faites ça, faites extrêmement attention. Travailler avec des parties nues sous tension, c'est très dangereux. Moi j'ai une habilitation de travail en haute tension, donc il y a quand même des règles de sécurité à connaître. Et là vous voyez par exemple tous ces parties métalliques, si je touche avec mon doigt, potentiellement je meurs. Donc il faut savoir garder ses distances et être très prudent par rapport à ça, si vous faites des tests comme ça avec le cap ouvert. Une fois que tout marche bien, je vais pouvoir refermer la laine de verre, fermer mon four, et j'ai mon système de four domotique avec régulation thermique. Et donc pour commander mon four, donc j'ai cette petite interface qui est codée dans mon ESP32, donc là il a son adresse locale. Si je clique ici sur mise à jour, il me dit la température actuelle qu'il y a dans mon four. Si je lui dis que je veux une autre température, je la mets ici. Je lui dis impose-moi 100 degrés. Et donc là si je clique sur mise à jour, là il fait telle température, je lui consigne ses 100 degrés, et là il est en train d'alimenter. Si je lui avais demandé moins par exemple, et donc là, si je mets à jour, comme il a 50 degrés, il est en froid, il n'alimente pas, et il change tout seul automatiquement. Donc c'est ça mon interface. Bon, donc pour la partie développement, je vous mettrai un lien vers ce petit dossier où il y a tout. Donc là notamment vous avez ce fichier qui est la datasheet du capteur. Voilà. Vous avez ici le circuit que j'ai conçu pour mettre en dessous après quand je l'ai refait au propre. Alors, désolé, ça charge. Donc ouais, c'est un peu bateau, hein, c'est un fichier Excel. Ah ouais, c'est un fichier Excel. Après là, c'est des fichiers Excel où j'avais fait pas mal de calculs, où j'avais testé des trucs, etc. Fait des graphiques peut-être. Mais ce qui va vous intéresser peut-être, c'est la partie programmation. Donc déjà, je vais vous montrer. Donc à ce niveau-là, j'ai fait un code avec un outil qui s'appelle le même outil que Arduino. Donc ça c'est un truc qui se télécharge. Faut que je regarde des tutos sur Arduino ESP32.
en gros, alors excusez-moi, le temps que ça s'ouvre, voilà, voilà. Donc là, c'est quand même assez compliqué, je vais pas tout mettre dans la vidéo, donc vous avez ce code qui est joint, donc il faut le téléverser dans le SP32 après l'avoir relié par le port USB. Tout est codé, en gros j'utilise arduino.fr, wifi.fh qui va nous permettre de créer l'interface graphique. Après plus tard pour le commander, j'ai des variables ici, T, TCC, est-ce que ça chauffe, est-ce que ça écoute, etc. Là j'ai codé une page HTML qui servira de télécommande que je vais vous montrer tout à l'heure. Là on a le setup qui initialise tout, donc où on a la fonction de calibrage du capteur que je vais vous montrer, où on dit que la pin 25 elle est en mode output, c'est celle qui va contrôler notre relais, qu'elle démarre à la position basse, qu'on se déconnecte d'un éventuel réseau Wi-Fi, on pourrait être, et qu'on se connecte à un réseau Wi-Fi, le mien. Donc il faut pas que vous voyez le mot de passe du coup, il faudra que je floute ça, on verra. Voilà, qu'une fois qu'il est connecté, après il fait son serveur web, il envoie les infos, et qu'en fonction des messages qu'on lui envoie, soit il met à jour la température qu'on lui a demandé, celle de consigne, soit il met à jour les températures qui sont affichées. Donc voilà, et là vous avez la boucle qui tourne en rond, où en fait il vérifie si la température de consigne elle est supérieure de 5 degrés à la température et qu'il n'est pas en train de chauffer, il se met à chauffer, et si c'est trop bas, et si c'est trop haut à l'inverse, et il arrête de chauffer, et toutes les dixièmes de seconde, il reteste ça, après avoir lu la valeur du senseur, et avoir fait, ici c'est un système de moyenne, où en fait la dernière valeur qu'il a prise par le capteur, il fait la moyenne entre elle et les valeurs précédentes. Avec un ratio de 10% pour l'un et 90% pour l'autre. C'est une façon de lisser un peu le signal du capteur quand il a tendance à fluctuer pour prendre une valeur moyenne et asymptotique. Et moi ce que j'ai développé après, donc ça c'est ce que vous allez voir au moment des tests de calibration, c'est le calibrage.h que je vais vous afficher. Voilà, et en gros, ici, après avoir fait tous mes petits bricolages Excel, avec des graphiques et tout, vous voyez, j'ai dit quelle était chaque résolution, à quoi est-ce qu'elle correspondait comme température. Voilà. Donc on a quelque chose de précis, de 18 degrés à 300 degrés, et vous voyez, on est plus précis, j'ai choisi d'être plus précis sur les valeurs basses. Voilà, et pour téléverser, en gros, il faut cliquer là-dessus, sur téléverser, après avoir relié son ESP32, et ça envoie la sauce. Quand j'ai fait mes essais, j'ai utilisé, donc pour mon système, donc là ça va être délicat, il faut que je lance un Jupyter. Voilà, excusez-moi. Donc vous voyez, donc là ce que j'ai fait sur Python, d'abord, voilà, vous avez tous les fichiers en main, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance dans vos projets si vous essayez de reproduire cette expérience.